Voici une série de mises à jour où OP surprend son mari en train de coucher avec sa propre sœur. Le récit commence sans détour, avec une trahison familiale totale. J'ai vu mon mari et ma sœur nus dans ma cuisine. Je n'arrive pas à bouger. Si je bouge, ça devient réel, et je dois accepter ce que j'ai vu et réfléchir à la suite. Je suis rentrée tôt du travail et j'ai vu la voiture de ma sœur, en pensant qu'elle déposait peut-être de la nourriture de son travail. Mais non. Je suis entrée et j'ai vu mon mari et ma sœur nus dans ma cuisine, la cuisine que j'ai payée. Dès que mon cerveau a compris ce que je voyais, je suis montée dans ma voiture et je suis partie. J'ai continué à conduire, juste conduire, jusqu'à trouver l'hôtel où je suis maintenant. Je ne veux pas y croire. Je ne sais pas quoi faire. Ma sœur est ma seule famille et ma meilleure amie, celle qui est censée être là pour moi et me soutenir. Et puis il y a mon mari, ma personne, mon autre moitié, celui qui est censé m'aimer et me respecter. Les deux personnes les plus importantes de ma vie ont tout détruit. Je les ai bloqués tous les deux sur mon téléphone. Je ne veux entendre aucune des excuses pourries qu'ils vont inventer. Je ne veux pas affronter ça. Je veux retourner à ce matin, quand tout allait bien. Puis, 2 jours plus tard, OP a publié une mise à jour. Je ne pensais pas devoir le dire explicitement, mais quand je dis nu, je veux dire complètement nu et en pleine étreinte passionnée dans la cuisine. Et j'admets que mentionner que j'avais payé la cuisine était étrange et un peu drôle, mais tous ceux qui me connaissent savent que ma cuisine est ma fierté et ma joie. Donc oui, quand j'ai vu ma sœur et mon mari coucher ensemble dans ma cuisine, ça m'est resté en tête, et oui, ils m'ont vu. Quand je suis arrivée à l'hôtel, j'ai pleuré pendant quelques heures, puis j'ai juste voulu le dire à quelqu'un, n'importe qui. Les 2 personnes à qui je parlerais normalement quand quelque chose arrive dans ma vie étaient justement les 2 personnes dont je devais parler, et il était plus de 11 heures du soir, donc je n'allais pas déranger mes amis et les charger de tout ça. Alors j'ai écrit ici, et après avoir publié et encore beaucoup pleuré, j'ai su que je devais me reprendre. Je n'avais ni ma sœur ni aucune famille pour m'aider, donc je devais tout faire moi-même. J'ai commencé à chercher quelles devaient être mes prochaines étapes. Le matin, mon amie m'a appelé en disant que ma sœur l'avait contactée pour savoir si elle avait eu de mes nouvelles. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et elle m'a très gentiment proposé sa chambre d'amis et son jour de congé pour m'aider à régler les choses. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade et mon amie m'a aidé à avancer. J'ai contacté une amie qui travaille dans une banque et elle m'a aidé à commencer à organiser mes finances. Mon amie m'a aussi trouvé une avocate à consulter. Après ma consultation téléphonique avec l'avocate, j'étais complètement submergée. Je comprends maintenant pourquoi tant de femmes ne divorcent pas de leur mari infidèle. C'est un processus tellement long, coûteux et émotionnellement épuisant. Heureusement, j'ai un revenu stable et je peux subvenir à mes besoins, et heureusement, nous n'avons pas d'enfants. Je savais déjà qu'il n'y avait aucun retour possible après ce que mon mari avait fait, et quand j'ai regardé ses messages, il disait exactement ce que je pensais. Je suis désolée, ce n'est pas ce que tu crois. Nous n'avons pas voulu que ça arrive, s'il te plaît, rentre à la maison. Je t'aime, blabla, rien que des excuses absurdes. Une petite partie de moi pensait que je pourrais peut-être trouver en moi la force de pardonner à ma sœur, parce que nous n'avons que l'une l'autre. Mais après avoir ouvert ces messages, tout espoir a disparu. Elle utilisait les mêmes excuses que nous entendions notre père utiliser quand il trompait notre mère et nous battait. Elle disait les mêmes choses que notre mère disait quand elle excusait le comportement de notre père et nous battait aussi. Je lui ai parlé ce matin et je lui ai demandé de me dire clairement qui, quoi, où, quand et pourquoi. Elle m'a dit qu'en juillet, quand je suis partie en voyage entre filles, elle était chez nous et a plaisanté avec mon mari en disant que je le tromperais pendant ce voyage parce que c'est toujours ce qui arrive. Il a dit non, ils ont plaisanté là-dessus, puis elle a dit qu'il pourrait équilibrer les choses avec elle, et ils ont fini par le faire une fois. Une fois est devenue 2 fois 3, puis chaque fois qu'ils pouvaient le faire. Il n'y a jamais eu de preuves, de signes ou quoi que ce soit indiquant que j'allais même penser à tromper. Je lui ai dit que c'était fini entre nous et qu'elle ne pouvait rien faire pour nous rapprocher à nouveau. Plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était ma mère, à qui je n'ai pas parlé depuis 7 ans. Il s'avère que ma sœur était restée en contact avec elle et lui avait raconté ce qui s'était passé, et ma mère de merde, la même femme qui me battait parce que je respirais de travers, a eu l'audace de dire que c'était ce que je méritais pour lui avoir pris ses filles. Ça fait tellement mal. Je sais que les choses vont devenir encore plus compliquées et que les prochaines années vont être longues. J'ai maintenant perdu tous mes liens de sang. Je dois rassembler mes affaires et trouver un nouvel endroit où vivre. Je veux leur montrer que je peux survivre sans eux et que je vais même prospérer. Aïe, celle-là était dure à lire. Toutes les personnes les plus importantes dans la vie d'OP ont systématiquement trahi sa confiance.
Elle est passée d'une vie avec des personnes de confiance à une vie où il ne lui reste presque personne. Cela dit, cette amie qui l'a aidée est une vraie alliée. Passons à une autre histoire. Quand mon frère avait 16 ans et que j'en avais 4, ma grand-mère a mis de côté un portefeuille d'actions pour nous. Dès que nous avons été assez âgés, cela a été transféré sur nos propres comptes. Et seulement 4 ans plus tard, mon frère a largement puisé dans le sien et a acheté une Honda neuve. Je connaissais l'existence du mien bien plus longtemps que lui, avant qu'il ne devienne officiellement à moi, et je l'ai vu grossir dès que j'ai compris ce que c'était. Au moment où j'en ai reçu le contrôle complet, il valait déjà une somme ridicule parce qu'une grande partie était investie dans Apple. Et j'hésite à toucher à ces fonds parce que mon père m'a martelé de les laisser grossir jusqu'à mes 40 ans passés. Je parle peu avec mon frère. Il a fait des choses stupides à la famille au fil des années, et je n'ai pas vraiment grandi avec lui. Donc tout ce que j'entends généralement sur sa vie passe par mon père. Sa nouvelle petite amie travaille dans le droit, et j'ai reçu une lettre officielle d'eux disant que les investissements faits par ma grand-mère étaient censés être pour nous deux, et pas seulement pour moi, et que sa part à lui ne valait qu'environ 15 000 $. Ce chiffre est exact, mais le mien ne valait aussi que cela au moment où il a dépensé le sien. Ils veulent maintenant la moitié de la valeur actuelle du mien, et sa petite amie m'a dit que si je ne leur donnais pas accès, les frais juridiques et les amendes mangeraient ma moitié et il ne me resterait rien. Les dividendes à eux seuls soutiennent une énorme partie de ma vie, et ils m'ont sauvé plusieurs fois. Si la moitié disparaissait, je prendrais des années de retard. Je sais que ça semble égoïste, mais je me suis vraiment habituée à avoir ce revenu supplémentaire pour me soutenir quand j'ai voulu déménager. J'ai vécu seule dans 4 États différents, et je veux encore déménager et voir davantage de choses avant de me poser, si jamais je me pose un jour. Quelle est la probabilité qu'il gagne et me laisse sans rien? À ma connaissance, il n'y avait ni papier ni testament, seulement la parole de ma grand-mère. Elle a créé le compte de mon frère quand il a eu 19 ans, mais elle les a donnés à mon père au même moment où mon frère a reçu les siens, et mon père m'a transféré l'ensemble il y a 6 ans. Pour mes actions, j'ai tous les identifiants, les comptes de trading et les comptes bancaires à mon nom, et les actions sont uniquement à mon nom aussi. Est-ce que je devrais trouver mon propre avocat? Puis, OP a publié une mise à jour. J'ai travaillé avec mon père et j'ai pris mon propre avocat. Je m'étais trompée dans ma chronologie des actions, mais le résultat est le même. Ce que mon frère et moi avons hérité de ma grand-mère faisait à l'origine partie du portefeuille de mon grand-père, et c'était lui qui s'y connaissait en argent. Ma grand-mère s'en est occupée après sa mort, et elle a personnellement créé les comptes de mon frère, et lui a donné le contrôle de sa part. Elle n'a pas fait la même chose avec la mienne avant de mourir. À la place, les actions figuraient dans son testament, et elle a laissé tout ce qu'elle possédait à mon père, avec l'instruction que 15 000 $ d'actions me reviennent quand je serai assez âgée pour savoir m'en occuper. Il n'y avait pas de trust, elle a simplement demandé à mon père de le faire. Mon père a fait ce qu'il fallait, il a créé des comptes pour moi et m'en a donné le contrôle il y a 6 ans. Mon père a aussi ajouté certaines de ses propres actions pour me donner un coup de pouce supplémentaire. Papa m'a admis qu'il avait engueulé mon frère l'année dernière quand celui-ci était venu lui demander de l'argent parce qu'il l'avait aidé plusieurs fois au fil des années et qu'il en avait eu assez. Mon frère a découvert que j'avais encore mes investissements parce que mon père m'avait utilisé comme exemple de la façon dont mon frère aurait dû gérer son argent. C'est ainsi que mon frère a découvert que j'avais toujours mes actions et qu'elles avaient grossi. Selon mon avocat, je suis tranquille, mais ça n'ira même pas jusqu'au tribunal, parce que la petite amie de mon frère n'était qu'une secrétaire juridique. Je dis qu'elle l'était, parce que le cabinet où elle travaillait s'est excusé et a dit à mon avocat qu'elle avait été licenciée immédiatement. La lettre que j'avais reçue avait été modifiée pour placer son nom à un poste plus élevé qu'il ne l'était réellement, et certaines coordonnées avaient été changées. Une semaine après son licenciement, mon frère est venu me voir en me suppliant de lui donner de l'argent. Sa petite amie est lourdement endettée, et elle a tenté de me soutirer de l'argent par arnaque. Elle a perdu. Je me sentais horrible de rejeter mon propre frère encore et encore, et s'il n'avait pas impliqué sa petite amie avec un montant à 5 chiffres bien avancé, je lui aurais peut-être donné quelque chose. Le lendemain matin, j'ai retrouvé tous mes pneus lacérés. Qu'il aille se faire voir, je ne me sens plus mal du tout. Oui, je suis avec toi, OP. Je ne me sens pas mal non plus à propos de ça. Sa petite amie s'est fait passer pour une avocate, ce qui doit bien être illégal, non? Ça doit l'être. Tout ça pour essayer de t'arnaquer ton héritage. Ton frère est une ordure, OP. Coupe les ponts et ne regarde pas en arrière. Passons à une autre histoire. La petite amie de mon père essaie de se débarrasser de moi, une fille de 15 ans. Ma mère est morte il y a 5 ans, et je pense à elle tous les jours. Mon père a traversé une très grave dépression,
et j'ai dû essentiellement m'occuper de moi-même. Pendant les vacances de Noël, mon père m'a dit qu'il voyait quelqu'un depuis un moment. J'ai remarqué qu'il était plus heureux et je suppose que j'étais contente pour lui. Je ne voulais pas qu'il reste seul pour toujours, mais j'avais aussi l'impression que ma mère était complètement effacée. Il ne voulait jamais parler d'elle et il s'est débarrassé de toutes nos photos où elle apparaissait. Il a dit que sa petite amie passerait Noël avec nous puis emménagerait. Je n'étais pas contente du tout. Je ne la connais même pas, mais je n'ai rien dit. Je l'ai rencontrée à Noël et d'habitude, mon père et moi mettons l'étoile sur le sapin ce jour-là. Ensuite, nous regardons le Grinch. C'est notre tradition et nous l'avons gardée même quand nous faisions le deuil de ma mère. C'est la seule tradition de l'époque où elle était avec nous que nous avons réellement conservée. Quand sa petite amie est arrivée, il a mis l'étoile avec elle pendant que j'étais aux toilettes. En plus, nous n'avons pas regardé le Grinch parce qu'elle déteste ça. Je sais que je parais gâtée et enfantine, mais j'étais tellement en colère. Nous faisons ça depuis toute ma vie, et elle est arrivée et a tout détruit. Toute la soirée, elle n'a même pas essayé d'apprendre à me connaître. Elle était collée à mon père et m'a pratiquement ignorée. J'ai dit à mon père à quel point j'étais bouleversée par notre tradition, et il m'a répondu que je devais grandir et que les choses changent. Je ne l'aimais pas parce qu'elle me donnait une mauvaise impression, donc je ne me suis jamais rapprochée d'elle. Elle s'en est plainte à mon père, et il s'est fâché contre moi parce que je ne la faisais pas se sentir bienvenue. Je me sentais mal parce qu'elle rend mon père vraiment heureux, donc j'ai essayé d'être plus amicale avec elle. Devant mon père, elle était gentille avec moi, mais quand nous étions seuls, elle m'ignorait ou me parlait avec agressivité. Elle m'a même dit que j'étais une sale gosse et que je rendais la vie de mon père plus difficile. Je le lui ai dit, mais il ne m'a pas cru, et il m'a crié dessus en disant que j'essayais de saboter sa relation. Il a dit que je voulais qu'il meure seul et triste, et que j'étais égoïste. J'étais tellement choquée parce que rien de tout ça n'était vrai. Après ça, mon père m'a essentiellement traitée comme si je n'existais pas. Je me suis sentie comme quand ma mère est morte, complètement seule. Une nuit, je suis restée debout très tard parce que je n'arrivais pas à dormir et que je voulais aller chercher discrètement un encas à minuit. La petite amie était dans la cuisine en FaceTime, alors j'ai décidé d'être indiscrète et d'écouter. Elle parlait de mon père et disait à quel point elle l'aimait. Puis elle a dit qu'il avait cette fille stupide et qu'elle se demandait s'il était trop tard pour l'adoption. Elle et son amie ont ri de ça. Elle a dit que j'étais une petite salope et qu'elle me détestait. Son amie a ensuite dit quelque chose à propos d'un internat ou d'une école militaire, mais je suis partie, donc je n'ai pas entendu le reste. Je me sentais tellement épuisée d'avoir pleuré que j'ai fini par dormir. Je ne l'ai pas dit à mon père et je ne sais même pas si je devrais, puisqu'il ne me croira probablement pas. Ma mère me manque vraiment. J'ai un peu envie d'aller vivre chez mes grands-parents maintenant, c'est-à-dire les parents de ma mère, mais je ne veux pas que mon père pense que je l'abandonne. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux même faire quelque chose? Comment faire pour que mon père m'écoute? Est-ce que j'aurais tort de partir? Puis, quelques semaines plus tard, OP a publié une mise à jour. Depuis mon dernier message, j'ai parlé à mes grands-parents et je leur ai tout raconté. Je leur ai demandé si je pouvais rester chez eux si je le voulais, et ils ont accepté. Ensuite, j'ai reparlé à mon père et j'ai essayé de lui dire ce que je ressentais et ce que j'avais entendu sa petite amie dire. Je ne voulais pas filmer ni enregistrer l'interaction parce que je savais qu'il se fâcherait et qu'il n'écouterait pas. Il ne m'a encore pas cru et il a pensé que j'étais jalouse de devoir le partager avec quelqu'un d'autre. Je me suis énervée et je lui ai dit que je partais pour qu'il puisse vivre heureux pour toujours sans le fardeau de ma présence. Il a eu l'air choqué, mais il n'a rien dit. J'avais déjà fait mes valises et j'avais déjà apporté certaines affaires chez mes grands-parents. Mon père ne m'a pas parlé pendant le reste de la journée. Mon grand-père est venu me chercher et je suis chez eux depuis. Je ne suis pas rentrée à la maison et je n'ai pas eu de nouvelles de mon père. Mes grands-parents m'ont dit qu'ils s'occuperaient de mon père et que ce ne devrait pas être à moi de le faire. Je suis bouleversée que mon père ne m'ait pas appelé ni envoyé un seul message pour savoir si j'allais bien. En même temps, je me sens tellement mieux chez mes grands-parents. Ma grand-mère est probablement la personne la plus douce du monde, et mon grand-père a un côté un peu bourru, mais c'est vraiment un tendre. Puis, une semaine plus tard, OP a publié une mise à jour. Mon père est venu me voir chez mes grands-parents pour me parler. Il a amené sa petite amie avec lui. Il a dit « Ma petite amie et moi avons parlé, et nous avons décidé qu'il valait mieux que tu restes ici. » Mon père a dit que je pouvais venir vider complètement ma chambre, et que ça aiderait. Il a aussi dit qu'après avoir récupéré mes affaires, nous devrions prendre une pause l'un de l'autre et réévaluer les choses dans quelques mois, ou le temps qu'il faudra. Sa petite amie a ensuite dit quelque chose comme quoi elle s'occuperait de mon père pour moi. Dans quelques jours,
J'irai avec mes grands-parents récupérer mes affaires. Nous récupérerons aussi les papiers importants que certains d'entre vous ont mentionnés. On dirait que je ne vais pas rentrer à la maison de sitôt. J'ai une nouvelle maison maintenant, je suppose. Pour être honnête, certains commentaires dans ces discussions m'ont fait beaucoup de mal. Surtout ceux qui disent que, puisque je lui rappelle probablement ma mère, c'est pour ça qu'il est comme ça avec moi. Il s'est débarrassé de tout ce qui appartenait à ma mère, et j'étais le dernier morceau d'elle, donc ça a du sens qu'il ne veuille plus de moi. J'aimerais tellement que ma mère soit encore là. Je pense qu'il veut recommencer sa vie, et je ne faisais pas partie de ce plan, donc je suppose que c'est tout. OP, tu es très jeune, et à 15 ans, je ne suis pas sûre que tu comprennes pleinement à quel point c'est grave, froid, sans cœur et cruel. Et je veux aussi souligner que ce n'est pas seulement la faute de la petite amie. Dans ton premier message, tu disais que la petite amie de ton père essaie de se débarrasser de toi. Et oui, évidemment, c'est une personne horrible, mais ton père est tout aussi mauvais. Même pire, honnêtement. Ton père a abandonné son unique enfant juste pour rendre sa petite amie heureuse. Et il fait ce truc psychologique vraiment tordu où chaque fois que tu viens lui parler de ses problèmes, il dit « Tu es juste jalouse. Tu ne veux pas que je sois heureux, blabla. » Puis il se met en colère contre toi. Mais voilà le problème. Même si tu étais jalouse, même s'il avait raison, et il n'a pas raison du tout. Même si tu avais raison, la bonne réponse ne serait pas de se fâcher contre toi et de te punir. Ce serait de te parler, de travailler sur les problèmes, de créer un lien en famille, d'aller voir la petite amie et de dire « Écoute, ma fille a vraiment du mal avec toi, donc nous devons travailler ensemble et essayer de devenir une famille, sinon cette relation ne marchera pas. » Parce que oui, il est compréhensible et raisonnable qu'une fille de 15 ans soit un peu jalouse si son père commence à sortir avec quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que quand la fille a un problème avec la petite amie, ça veut dire que la fille est insupportable? Mais quand la petite amie a un problème avec la fille, là, tout va bien, c'est parfaitement acceptable. OP, ton père te maltraite littéralement. C'est clairement de la maltraitance émotionnelle. C'est une mauvaise personne. Il est égoïste, cruel, froid et honnêtement, tu es mieux sans lui. Je sais que tu n'en as probablement pas l'impression maintenant, OP, mais honnêtement, ton père est une ordure. Ainsi se termine cette série de récits sur des trahisons familiales, des héritages détournés et des parents qui abandonnent leurs responsabilités. Le point commun est simple. Quand ceux qui devraient vous protéger deviennent ceux qui vous blessent, il faut parfois choisir sa sécurité plutôt que le lien de sang.